Il y a de plus en plus de manières de lever des fonds, des manières alternatives, si on peut dire. Crowdfunding, crowdlending, ICO, BSR, etc., etc. Quasiment chaque année nous apporte une manière alternative, une nouvelle manière alternative de lever des fonds. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle méthode, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui se base sur les actions électroniques. Nous allons rendre visite à Franz Wasser, qui est à la fois avocat, inventeur et entrepreneur, et qui s'apprête à faire sa première levée de fonds en monnaie électronique. On voit ça tout de suite après le jingle. Jingle! Je me demande si je pourrais pas lever des fonds pour ce jingle. Passons. Bonjour, je suis Serge Quincagnoun, alias Startup Sergio, je suis serial entrepreneur, et j'aide à créer et développer des startups à la fois solides et rentables. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti lorsque je produirai une nouvelle vidéo. Avant d'aller retrouver Franz, notre aventurier des temps modernes, pour savoir qui il est, ce qu'il fait, la société qu'il a créée et comment il compte lever des fonds en monnaie électronique, juste un petit mot pour vous dire que la vidéo est un petit peu longue. Autant d'Instagram, 15 secondes d'attention, Twitter, 140 caractères, LinkedIn, 2 minutes, les podcasts c'est long. Mais là, c'est une vidéo. Tout ça pour vous dire que j'ai fait un petit sommaire qui sera dans le descriptif de la vidéo. Sur YouTube, vous pourrez même cliquer sur les grands titres des chapitres, ce qui vous permettra de sauter directement à la bonne position, en tout cas la position qui vous intéresse dans la vidéo. Et plutôt que vous arracher les yeux sur votre téléphone portable pour regarder les slides qui vont permettre d'illustrer l'interview, je vous mets un lien pour les télécharger, toujours dans le descriptif de la vidéo. Allez, allons retrouver Franz. Donc bonjour Franz, enfin François-Joseph ou Franz, comment est-ce qu'on doit dire? Parce que j'ai jamais vraiment su. Enfin, moi je dis France. Franz, mais... Voilà, ça fait sec. Pour un avocat, c'est bien. Ah. C'est pas trop lourd un avocat quand même. En plus, Franz Ouais. Wasser, c'est vrai que Franz Wasser, ça colle bien en plus. Ah ouais, c'est l'eau franche. Donc, Franz, tu es avocat, c'est ça? Oui, Donc, à quelle spécialité? et donc avocat au barreau de Paris et praticien depuis une vingtaine d'années du droit des sociétés, du droit des affaires, en commençant par le plus dur qui est la faillite. Hein, je dis souvent que le droit des sociétés, c'est comme être médecin pour une personne morale. Moi, j'ai commencé par le médecin légiste. C'est quand la société meurt. Et du coup, on voit tout ce qui se passe et ça permet de prévoir les difficultés. Donc après, j'ai fait du conseil et là, j'ai fait le médecin obstétricien parce que j'ai fait naître des sociétés. Hein, c'est la constitution, l'immatriculation, etc. Et puis après, c'est le médecin entraîneur pour le développement, la croissance de la société. Et donc ça, c'est les contrats qui accompagnent, les partenariats et évidemment les levées de fonds, les augmentations de capital, puis les cessions, acquisitions, etc. Donc c'est toute la vie, la croissance et la fin d'une personne, morale certes, mais une personne. Voilà. J'apprécie beaucoup l'image, le parallèle avec la médecine, puisque tu sais que moi je suis dans le, dans le médical aussi. Donc j'apprécie d'autant plus et je pense que c'est assez parlant aussi pour les personnes qui ne connaissent pas toutes les spécialités d'avocat, en tout cas du droit des affaires. Mais tu as une surspécialité aussi, je crois, sur la propriété intellectuelle. Voilà, et donc de plus en plus, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui recouvre déjà la propriété en tant que telle, c'est une fiction juridique. De dire que cette table est à moi, c'est parce que tout le monde est Ouais. d'accord là-dessus, c'est une sorte de contrat social, c'est une fiction sociale. Et la propriété intellectuelle, ça va être la propriété sur des choses qui n'existent pas, sur de l'immatériel. Donc là, on rentre dans un domaine très particulier. Et l'immatériel, ça va être le monde de l'idée, de l'invention. Ça va être les brevets, qui sont bien connus, pour couvrir tout ce qui est invention. Ça va être le droit des marques, pour protéger les noms de produits, les noms de services. Et ça va être la protection des modèles, donc tout ce qui est la forme en 2 ou 3 dimensions. S'ajoute à cela, donc ça c'est des types de propriété intellectuelle délivrés par l'État français via l'INPI, Institut national de propriété intellectuelle. Et à côté, il y a le droit d'auteur qui a été créé au moment de la Révolution française par Beaumarchais, d'abord pour protéger tout ce qui sont les écrits, les pièces de théâtre, puis la photographie, donc tout ce qui est plutôt artistique, et c'est la création intellectuelle qui porte la personnalité d'un auteur. Et ça s'est appliqué aussi sur le code,
hein, sur les logiciels, les développements. Et donc, je pratique beaucoup le droit d'auteur quand il est appliqué sur des Mhm. objets informatiques ou de design. Voilà. Et Et ça, j'ai passé effectivement la spécialité en 2018. d'accord. Et ça, c'est ton côté geek qui fait que tu es parti là-dessus ou c'est parce que c'est une tendance générale? Non, c'est le côté geek, ouais. Qui a pris le pas. C'est le côté geek parce que j'avais fait une invention à titre perso quand j'étais avocaillon dans un cabinet à trimer comme un fou. Je m'étais interrogé sur la notion de preuve électronique. Donc là, on est en 99, décembre 99. Et je suis arrivé à l'idée du recommandé électronique que Mhm. j'ai déposé en brevet en septembre 2000. Et tout en étant en parallèle un avocat dans la société Brunswick et avec son accord et son aval de Philippe, j'ai déposé ce brevet et j'en ai fait ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire une start-up émanant de France Télécom qui avait déjà en son sein des briques technologiques qui permettaient d'appliquer le brevet. Voilà, c'était la première start-up qui s'appelait Certimel. D'accord, Certimel. Donc, merci Lys d'avoir raconté l'histoire de Certimel. Donc, effectivement, pour les auditeurs, tu es avocat, avocat d'affaires, spécialisé propriété intellectuelle, geek, inventeur et entrepreneur. Donc, on va essayer de couvrir un petit peu tout ça parce que c'est quand même une facette à multiples personnalités, ce qui est intéressant d'un point de vue psychiatrique. On en reparlera plus tard. La schizophrénie me guette. Multiples personnalités, tu sais. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Et alors, autre chose, puisque nous, on est en plein déconfinement, déconfinement, petit à petit, et on en parlait juste avant de commencer à filmer. Toi, tu es un grand adepte du télétravail, en tout cas du travail, pas forcément sur les lieux où tu as tes clients. Explique-nous un petit peu tout ça. Où est-ce que tu habites? Comment tu es arrivé là? Ou avec qui tu travailles en tant qu'avocat et même avec tes startups? Où sont ces gens et comment tu organises tout ça? Ok. Donc oui, je suis avocat au barreau de Paris, mais je vis avec ma famille près d'Aix-en-Provence, donc qui est dans le sud de la France. Il y a beaucoup de soleil, c'est très agréable. J'imagine. Euh, et, et donc déjà avant le confinement, je montais à Paris 2 à 3 fois par mois pour 2 ou 3 jours pour faire des rencontres en présentiel avec mes clients, mes partenaires et associés. Parce que Euh, tu as gardé ton bureau à euh, Paris. Oui, ouais, d'accord. ouais, tout à fait, dans le 19e. Et avec, donc déjà, je travaille énormément à distance, par téléphone, en visio, via les réseaux. Et avec le confinement, ben, je ne suis toujours pas remonté à Paris. Donc ça va venir, hein, mais c'est vrai qu'on a pris, dans le monde des affaires en tout cas, un nouveau pli, là, qui est la visioconférence, les outils partagés. On a bouclé une levée de fonds de quand même 1,5 million, totalement en ligne, En avec plein signature confinement. en ligne, En plein confinement. en plein confinement. Et on a tout négocié et on a signé avec une vidéoconférence en ligne. D'ailleurs, c'est intéressant, enfin, on n'a peut-être pas le temps d'en parler maintenant, mais il y a une modalité pour faire une séance de signature avec visioconférence. C'est important pour les gens, que ce soit ceux qui reçoivent l'argent que les investisseurs, d'avoir un moment de rencontre physique pour dire ça y est, c'est bon, on y est arrivé. Ouais. Sauf que pour signer les docs en ligne, ben, ça prend quand même du temps, parce qu'il faut d'abord faire signer le pacte à un tel, etc. Donc, les modalités, c'est faire une rencontre qui est en 3 parties. Au début, on se retrouve tous pour dire ça y est, on a réussi à négocier, on est d'accord, c'est extra, ça dure 10 minutes. Après, on se dit on prend 1 heure pour que tout le monde signe les documents et on se retrouve après. Pendant cette heure-là, on envoie tous les liens YouSign, DocuSign, VitalSign pour faire signer les documents avec un ordre précis. Et quand tout est signé, on rappelle tout le monde et là on dit ça y est, on a signé. Et c'est le moment où quasiment on a le champagne et chacun derrière son écran pour se féliciter d'avoir réussi l'opération. Et c'est important qu'il y ait eu ce moment-là parce que ça symbolise vraiment l'association, l'affectio societatis. Mais alors, donc, effectivement, donc, il y a ce que tu dis, c'est que finalement, tu reproduis quelque part le présentiel enfin, avec ce process. Ouais. Mais le début des négociations avait commencé pendant le confinement ou ça s'est fait avant? Le Enfin, tout début, la première lettre d'intention, c'était avant.
D'accord, mais vous étiez déjà vu avant, donc du coup. Non, j'avais pas vu les avocats d'en face, non. D'accord, Non, donc c'est fait avec les avocats en visioconférence. en visio, par téléphone, par email. Super, bravo, Ah, félicitations. c'est bien. C'est Non, mais un moi nouveau truc. je suis pour le développement de la visio, enfin du télétravail depuis longtemps, mais bon, je- j'en parlerai une autre fois de ce sujet. Alors, donc qui sont, oui, donc toi tu continues à travailler avec tes clients qui sont principalement à Paris, mais du coup, comme tu habites à Aix et que tu passes du temps, est-ce que tu as développé aussi une clientèle dans ta région? Pas tant que ça, parce qu'en fait, j'ai déjà un vivier de clientèle important sur Paris qui me fait D'accord, travailler en flux constant. Donc, j'ai quelques clients marseillais et aixois, mais c'est assez rare. Ça doit d'accord. représenter 10% de mon chiffre d'affaires. Donc tu es vraiment en télétravail. Ouais, un Alors, peu et frigo. qui sont tes clients principalement? C'est quel type de... Quoi, donc ça va certainement être des sociétés, j'imagine, plus des entrepreneurs, des grosses boîtes, des startups avec qui tu travailles? Généralement, ça va être plutôt ce qu'on appelle des startups, c'est-à-dire des jeunes sociétés qui se créent autour d'un projet, d'une idée. Je vais les rencontrer et je vais généralement les aider à déposer leurs actifs de propriété intellectuelle, que ce soit du brevet, de la marque, des modèles ou du code. Et quand on a fait ces dépôts, on va créer la société, organiser l'association entre les uns et les autres, organiser les rôles. Et quand tout est au carré, eh ben, on va pouvoir procéder à une levée de fonds pour donner l'essence au véhicule et de manière à ce que ça fonctionne. Donc, ça va être souvent des porteurs de projets, des inventeurs ou des startups déjà constituées. Ça, c'est un grand pan de ma clientèle. Et l'autre pan, ben, c'est les sociétés déjà constituées, soit que j'ai aidé à constituer, soit qui étaient déjà constituées, et qui vont venir me voir pour une problématique plus particulière, qui va être généralement soit une opération d'augmentation de capital importante, soit une mésentente entre associés qu'il faut gérer, soit des problématiques de propriété intellectuelle qu'il faut adapter parce que la société a grandi et il faut gérer ça. Ça va être souvent ce genre de points. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, puisque tu avais géré ma problématique de propriété intellectuelle à négocier avec on va dire un institut public, ce qui n'avait pas été Oui, chose simple. ah, On y c'était était arrivé costaud. au final. C'était, oui, c'était de longue haleine, on va dire. Ouais. Et pour information, tu es l'avocat de la plupart de mes sociétés. Voilà. Je ne sais pas si C'est ça gentil présage honoré. de la qualité, mais en tout cas, c'est toi que j'ai choisi. Donc Et je j'en suis, l'indique. et j'en suis honoré. Écoute, l'honneur est dans les deux sens. Donc, d'autant plus que justement, on a dit tout à l'heure que tu étais aussi entrepreneur. Donc tu as, voilà, t'as beaucoup d'idées et du coup tu essaies de les mettre, de te lancer là-dedans. Donc je ne sais pas si c'est fréquent de voir un avocat serial entrepreneur en même temps. Je suis pas sûr. Mais voilà, donc on en a un archétype aujourd'hui. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc ton côté entrepreneur, donc quel projet tu t'es déjà lancé en dehors du premier dont tu nous as parlé tout à l'heure? Il y en a eu beaucoup. Ce que je dis à mes clients qui arrivent avec des idées, c'est que des idées, il y en a plein, et que sur 100 idées, il y en a peut-être 10 qui valent le coup, il y en a une seule qui sera réalisée. Donc des idées, j'en ai eu plein, des projets, j'en ai eu beaucoup. Ça allait de la protection dorsale de motards jusqu'à enfin, des choses diverses et variées. Mais donc la première réalisation effective, c'est celle de Certimail que j'évoquais tout à l'heure, qui sont Mhm. les emails certifiés, enfin, ou lettres recommandées électroniques, Et qui qui fonctionne comment? fonctionnent, qui est maintenant exploité par la Poste, et je vous recommande, c'est très commode. Pourquoi c'est très commode? Non seulement ça vous permet d'éviter d'aller à un bureau de poste, mais surtout comme vous le déposez en ligne, vous avez la preuve du dépôt dès que vous l'avez uploadé sur le site de la Poste et que vous avez payé. Donc ça vous fait une preuve d'antériorité, et notamment pour tout ce qui est inventeur, porteur de projet, créateur, allez là-dessus, c'est le time stamping, c'est le cachet de la Poste faisant foi que vous êtes le premier à avoir eu cette idée ou à avoir mis en forme ce projet. Donc c'est très important. L'équivalent, c'est eSolo de l'INPI. C'est ESOLEAU auprès du site de l'INPI, inpi.fr, et ça va faire la même chose, mais c'est plus cher. C'est 15 euros, je crois.
de donner une date certaine. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, Certimel, c'est un projet qui a quand même mobilisé jusqu'à 3 millions d'euros de la part de France Télécom. Après, bon, moi j'ai revendu mon brevet et j'ai laissé la main à cette société. J'étais content, c'était le but de l'opération. Et après, j'ai eu plusieurs tentatives, notamment Photopreuve, qui était l'idée qu'avec un device, avec un smartphone, on puisse prendre une photo et qu'elle vaille preuve. Parce qu'aujourd'hui, une photo qui est prise avec un smartphone, c'est une preuve à soi-même. Donc les tribunaux ont beaucoup de mal à l'accepter. Avec Photopreuve, l'idée c'était que la photo est prise et dès qu'elle est prise dans l'application, elle part vers un serveur distant qui est détenu par exemple, un huissier qui va l'enregistrer, l'horodater, géolocaliser le device et renvoyer la photo avec un petit cartouche en indiquant l'heure, la date et latitude, longitude. Et ce qui permet de dire qu'à tel endroit, à telle heure, cette photo a été prise. C'est toujours la recherche sur la preuve électronique, hein, finalement. Euh, donc voilà, et ce qui est devenu réel, c'est ce besoin que j'avais comme avocat d'avoir des registres de titres, non plus sur papier, mais en électronique. Ce qui est encore une histoire de preuve électronique. Hein. Et j'ai vu à l'époque qu'il y a 3 ans, on ne pouvait pas le faire. Donc j'ai attendu. Ouais. Et ce n'est qu'avec une ordonnance qui avait été prise sous le gouvernement de Hollande, qui s'est traduite par un décret du 24 décembre 2018, donc sous Macron, que enfin on a pu dématérialiser les registres de titres en utilisant la technologie dite de blockchain ou chaîne de blocs. Alors, on va en reparler hein, Oui. de ça, mais donc Et ça, sur c'est ta avocat. dernière aventure en date. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que toutes tes idées, finalement, elles proviennent de tes besoins, enfin de problèmes que tu as rencontrés dans ton exercice ou dans ta vie. Alors, par exemple, là, la protection dorsale, j'imagine que tu dois être motard. C'est peut-être pour ça. Donc, c'est à chaque fois, donc tu rencontres un problème et tu peux pas t'empêcher de trouver une solution. Et si elle n'existe pas, j'imagine que tu essayes de trouver, enfin de la créer, quoi. C'est ça? Oui, ouais, c'est assez bien vu, ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Oui, tout à fait. J'ai expliqué ça dans une vidéo. Je la mettrai là, de ce D'accord. côté de un petit lien pour ça, pour expliquer comment est-ce qu'on peut trouver, avoir des idées d'invention, justement. Alors, donc tu étais en train de parler de ton dernier projet en date. Quel est son nom? Quel est le produit? Et où est-ce que tu en es actuellement? On va y venir. Juste avant, Oui, pardon. avocat et entrepreneur, il y a un point, c'est que à l'époque de Certimate, je n'avais pas le droit d'être chef d'entreprise comme avocat. Et donc, j'avais trouvé des associés qui étaient dirigeants de la boîte. Ce n'était pas moi qui étais dirigeant. Je D'accord. n'avais pas le droit parce qu'un avocat, à l'époque, ne pouvait en aucun cas être président ou gérant d'une société commerciale. Et ça a changé quand, ça? Et ça a changé il y a 3 ans. Maintenant, un avocat pour une société qui fait des activités annexes à la profession juridique peut être président d'une SAS. C'est pour ça que D'accord. je suis président de la société donc, qui s'appelle Registre Général SAS, qui porte ce projet de dématérialisation des registres légaux d'une société. Donc voilà, c'est ça, je voulais le préciser parce que l'interaction n'est pas évidente entre Oui. avocat et chef d'entreprise. D'accord, mais ça, je ne savais pas qu'il y avait des restrictions légales Ouais. à la Et il pratique. faut que le chiffre d'affaires fait dans la startup soit inférieur à ton chiffre d'affaires d'avocat. Ah, et si ta startup explose, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je crois que je vais devoir me faire omettre, comme on dit, du tableau de l'ordre. D'accord. Donc tu basculeras dans l'entrepreneuriat complètement à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est ça, c'est ce que ça donnera. Ouais. Non, Ok. mais c'est intéressant. Enfin, il faut le savoir pour Ouais. les confrères qui écoutent, le cas échéant. Il faut avoir conscience qu'on voilà, on est tenu, on est une profession réglementée, donc on ne peut pas devenir chef d'entreprise de cette manière-là. Sur registre général. Donc, Alors, le point registre de général, départ. allons-y. Allons-y. Pendant 20 ans, j'ai rempli des registres papier à la main, avec des plumes et des stylos pour indiquer le nombre de titres qu'avait un tel, le nombre de titres qu'avait telle personne. Et c'est une tannée à faire, c'est très long. Ah, oui, juste explique ce que c'est que le registre, justement. Parce que Ah oui, tout le monde donc, n'a pas forcément une entreprise encore là. ouais, donc dans une société par action, le capital est divisé en un nombre d'actions, mettons qui est 1000 actions. Ça va représenter ce que les associés ont apporté à la constitution.
Si Serge apporte 6 000 € et moi 4 000 €, il aura 6 000 actions, j'en aurai 4 000. Là, on a un capital de 10 000 actions de 1 € chacune. Pour savoir que Serge a ces actions et que Franz a ces actions-là, ça va être répertorié dans ce qu'on appelle le registre de mouvement de titres, avec des comptes d'actionnaires où il sera indiqué Serge, 6 000 actions, Franz, 4 000 actions. Et si Serge me cède 1 000 actions, merci Serge, on soit à 50-50, Cadeau. on va faire une opération numéro 2, cession de Serge à Franz de 1 000 actions. Et ça va impacter ton registre de titres, Serge, il y aura moins 1 000, et le mien, Franz, il y aura plus 1 000. Et c'est ça qui fait preuve de la propriété des actions. Donc, c'est capital. Et c'est un document obligatoire, j'imagine. C'est obligatoire, c'est ce qui fait preuve de la propriété. Et il y a même des arrêts régulièrement de la Cour de cassation qui annulent des cessions, où il y a un contrat de cession, il y a un ordre de mouvement, mais ce n'est pas reporté dans le registre, nullité de la cession. D'accord. Le dernier en date, c'est février 2017 de mémoire. D'accord. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est important, il faut le tenir. Les autres registres qui comptent, c'est le registre des procès-verbaux d'assemblée générale des associés. Quand Serge et moi, dans notre société, on est maintenant à 50-50, merci Serge, eh bien, on va faire une assemblée générale. Juste, je fais une petite aparté. 50-50, c'est pas idéal parce que si on n'est pas d'accord, on va bloquer l'entreprise. Exactement. Donc, il y a 50 plus une action pour l'un ou pour l'autre. Oui, tu vas voir. Et on fait, du coup, on est à 55, on se dit, ah là là, il y a un risque de blocage, et on veut faire entrer un investisseur. Bon, donc on va tenir une assemblée générale extraordinaire, on vote, et on fait un procès verbal où il y a un tiers, Madame Claire, voilà, qui arrive et qui va mettre 10 000 €, mais comme on a créé de la valeur, elle n'aura que 1000 actions pour ces 10 000 €. Et donc là, il y a une troisième opération qui s'inscrit, augmentation de capital, entraîne un nouvel actionnaire, donc on crée un nouveau compte, c'est clair, 1000 actions, et ce qui fait qu'on est à 45, 45 et 10. Enfin bon, il y aura des précisions à apporter là-dessus, parce que c'est entre le pré-monnaie et le post-monnaie. Mais donc tout ceci donne un procès verbal d'assemblée, et là, il faut aussi un registre pour mettre ces procès-verbaux, qui étaient papier jusqu'au 31 octobre 2019, et ce n'est que depuis le 31 octobre 2019, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 8 mois, qu'on peut mettre ces procès-verbaux dans un registre sous forme électronique, avec une signature électronique avancée. D'accord. C'est le deuxième registre important. Et le troisième, je l'évoque, c'est le registre du personnel. Car quand vous embauchez quelqu'un dans votre société, si Serge et moi, et Claire maintenant, nous embauchons quelqu'un, on lui fait évidemment un contrat de travail, on va le déclarer à l'URSSAF, et il y a une troisième formalité qui est demandée par le Code du travail, c'est de tenir un registre des entrées et sorties du personnel. Et il faut indiquer que monsieur untel est arrivé, est rentré à la société à telle date, selon tel type de contrat. Et ce registre, il est obligatoire avec des amendes qui sont de 350 € pour une entrée qui n'est pas oubliée par personnel et 1 500 € en cas de récidive. C'est-à-dire que si on oublie 2 fois, on est déjà à 1 500 € par entrée non renseignée. Et donc, ça peut aller très vite. Donc, ces 3 registres sont essentiels pour faire exister une personne morale. On en revient à les discussions là, sur le médecin des personnes morales. Ce qui correspond, la carte d'identité, c'est le CABIS. Mais ce qui va être les carnets de santé, tout ce qui fait l'état civil et la vie d'une société, c'est ces 3 registres. Qui possède la société? Quelles décisions y sont prises? Qui vient y travailler? Et c'est pour ça que le registre général fait ces 3 registres dès le départ. Ok. Les enfants assez dynamiques. Ouais, sur la pêche, c'est bien. Ils sont vivants. Donc voilà les 3 registres de registre général. D'accord. Et donc, registre général, vous proposez les 3. On propose les 3 dès le départ. Qu'est-ce que le produit que propose, enfin, qu'est-ce que tu proposes finalement avec registre général et quel avantage ça va avoir par rapport à du registre papier? Alors, par rapport au papier, il y a une évolution qui est forte, c'est qu'il n'y a plus de papier. Ça peut paraître simple et basique, mais c'est très important. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous déplacer ou à commander des registres papier. Vous n'avez pas à les emmener au greffe du tribunal de commerce de votre siège pour les faire coter et paraffer. Vous pouvez donc ouvrir votre compte directement en ligne, c'est beaucoup plus facile. À la différence des 3 registres qui sont éparpillés, vous avez une page qui va rassembler toutes les informations sur votre société. C'est votre tableau de contrôle ou dashboard, comme disent nos amis anglais.
Et là, vous retrouvez toutes vos informations. Alors, par rapport au papier, d'abord, ça a la même qualité, c'est que c'est légal. Hein. Depuis le décret du 24 décembre 2018, ça a la même valeur probante. Donc, c'est aussi légal que le papier maintenant, le registre sous forme électronique. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est quand même la base. Ensuite, outre que c'est facile puisqu'on n'a pas à aller l'acheter, c'est facile au sens où il va y avoir une automatisation de la saisie qu'il n'y a pas dans le papier. Dans le papier, à chaque nouvelle saisie, vous deviez écrire à la main toutes les informations sur le cédant, le cessionnaire, etc. Là, avec registre-général.com, quand vous avez rentré vos associés et que vous faites une cession, vous allez avoir un petit menu déroulant qui indique est-ce que c'est une cession de qui? De Serge, de Franz, de Claire, d'un tiers. Et si vous cliquez sur Serge, tac, ça va auto-remplir toutes les informations concernant le cédant Serge. Ensuite, le cessionnaire, celui qui achète, pareil, le même menu déroulant. Et donc, si c'est un tiers, et bien là, il faudra rentrer les nouvelles coordonnées. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà associé dans la société, mettons Claire, ça va auto-remplir. Donc, il y a une économie de temps, une économie d'écriture manuelle, puisque c'est automatisé. En plus, ça va générer les documents nécessaires à formaliser la cession, tels que l'ordre de mouvement. Donc, c'est cet ordre de mouvement qui va être l'indication donnée par celui qui cède à la société de dire « je veux que tu renseignes que je cède 1000 actions à telle personne ». Et enfin, l'autre formalité, c'est vis-à-vis de l'administration fiscale, c'est le CERFA 2759, qui est connu de tous ceux qui ont cédé ou acheté des actions. Ouais. Il va être pré-rempli, parce que c'était une tannée de le remplir à la main, il va être rempli automatiquement grâce à un registre général, et après, vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et l'envoyer aux impôts. Dans un deuxième temps, quand le centre des impôts, le CEDI, aura une interface automatisée, c'est en cours de réalisation au sein de l'administration, ça pourrait être envoyé directement aux impôts. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la facilité d'usage. C'est une ergonomie qu'on a vraiment pensée pour les praticiens et pour les dirigeants. D'autres qualités, on a vu l'aspect dynamique par l'autocomplétion des champs de renseignement. Il y a aussi une dynamique dans le tri que vous pouvez faire de vos associés. Qui est rentré en premier, qui a le plus grand nombre d'actions, qui a des actions de préférence ou ordinaires, des BSA, BSPCE, etc. Donc, ça vous permet de faire vivre votre actionnariat. Et surtout, ça se partage. Parce que dès lors que vous avez des associés qui vont être identifiés avec au moins un email et un numéro de mobile, vous allez pouvoir leur partager des informations. Ils vont pouvoir aller sur un espace qui leur est dédié. Ils vont pouvoir voir le nombre d'actions qu'ils détiennent, télécharger un certificat de propriété de ces actions. Ils vont pouvoir aller voir la vie sociale. Donc, c'est un vrai partage. Ils vont pouvoir aller voir les statuts, aller voir les dernières décisions qui ont été enregistrées dans le registre sous forme électronique. Et ça se partage aussi avec des conseils des avocats, mais aussi avec l'administration. C'est-à-dire il suffit d'envoyer le PDF qui est, parce que le registre électronique à la fin, c'est une sorte de gros PDF avec une page de garde qui indique la certification. Ce document, vous pouvez l'envoyer à qui de droit? À des avocats, à des huissiers ou à l'administration fiscale. Donc, c'est très commode, notamment pour les audits d'acquisition d'entreprises. Et enfin, c'est sécurisé à deux titres. C'est sécurisé parce qu'il y a un horodatage à chaque opération, alors que le papier, c'était uniquement en début de registre. Après, c'était fini. Là, à chaque fois que vous allez télécharger un procès-verbal, que vous allez renseigner une session, il y aura un horodatage. Donc, il y a une garantie en termes de prescription. Et enfin, c'est sécurisé parce que c'est sur une blockchain, une chaîne de blocs, peut-être qu'on abordera cet aspect plus tard, qui est celle utilisée par les commissaires de justice, qui est le nouveau nom des huissiers. Donc, ce n'est pas des rigolos, mais c'est des gens sérieux. Si on utilise la même blockchain, c'est pour cette raison. C'est quelque chose de sérieux qu'on fait chez Registre Général, donc on utilise aussi la même chaîne de blocs que les huissiers. D'accord, donc c'est vraiment très intéressant. Ouais, j'ai un retour d'écho là. C'est bon pour moi. C'est bon. Alors, c'est très intéressant. Du coup, j'imagine que ça intéresse à la fois les entreprises, mais ça doit aussi intéresser les comptables et les juristes pour pouvoir accéder ou gérer, télégérer finalement la vie de l'entreprise, la vie sociale de l'entreprise. Tout à fait. Il y a deux cibles. C'est les deux personnes qui peuvent être intéressées, deux types de personnes. C'est d'abord les dirigeants qui sont un petit peu avertis, qui aiment bien gérer leur boîte eux-mêmes
eh bien, ils pourront souscrire en direct un abonnement, ils gèrent leur titre eux-mêmes. Mais la vraie cible, ne nous cachons pas, c'est tous ceux qui ont une responsabilité professionnelle dans la tenue de ces registres. Eh bien, c'est les experts comptables, les avocats et les formalistes. Et donc, c'est aussi pour eux que cet outil a été conçu. C'est une manière à ce qu'ils puissent limiter leurs risques sur la non-tenue des registres, parce que quand vous parlerez avec des experts comptables et avocats, vous verrez qu'on sait tous que les registres, généralement, au moins on les achète et on les fait paraffectoter par le greffe, mais ils restent en suspens parce que personne n'a envie de les remplir, ça casse les pieds de tout le monde. Au mieux, on fait des photocopies de procès-verbaux et on met des petites trombonnes, parce qu'au cas où, il faut revenir dessus, tu vois. Enfin voilà. Donc, c'est une tannée, ça embête tout le monde, ça prend vachement de place dans les cabinets, ça prend des mètres carrés qui servent à rien. Et donc, les experts comptables et les avocats sont très heureux d'avoir un système dématérialisé. D'abord parce que c'est plus facile, c'est sécurisé, on l'a vu, c'est légal, mais surtout, ça évite de bouffer de l'espace. Donc, on fait les premiers partenariats avec des cabinets d'expertise comptable, avec des cabinets d'avocats et des formalistes qui souhaitent utiliser et promouvoir registre général. Et pour France, Serge et Claire, dans leur petite société qu'ils viennent de lancer, Oui. c'est un intérêt aussi, j'imagine, parce que ça peut-être que ça facilite ou ça guide les démarches à faire. Donc, comment remplir correctement, et, puisque toutes les cases vont être, je suppose, indiquées, et surtout les sorties avec les documents CERFA à envoyer aux impôts, etc., ou qu'on ne pense pas forcément à faire parce qu'on n'est pas, quand on n'est pas spécialisé. Alors, ça nous a pris du temps à le faire parce qu'on voulait que ce soit le plus intuitif possible. C'est-à-dire que quand on met un dirigeant normalement constitué ou un avocat normalement constitué, si tant est que ça existe, un expert comptable, il peut, je dirais que 90% vont arriver tout seuls à faire leur chemin parce qu'à chaque fois, on les guide. On leur dit, est-ce que des actions de préférence, des actions ordinaires? Ah, d'accord. Et c'est quoi une action de préférence? Ah, ben, il y a un petit pop-up. Euh, qui détient le capital. Et à chaque fois, on va les orienter. Et donc, il y a un chemin, il y a un parcours utilisateur qui permet d'aller jusqu'au bout de la tenue du registre. Donc, une Et ergonomie. on ne l'a pas évoqué, mais en fait, le registre général, c'est accessible gratuitement. Oui. Vous pouvez faire vos registres en projet et c'est uniquement au moment où vous voulez les rendre légaux, donc les certifier, que là, vous allez devoir prendre un abonnement. Donc, vous avez tout le temps de construire vos registres, de vous familiariser, etc. Il n'y a pas de stress là-dessus. Et quand vous êtes prêt, vous dites c'est bon, je suis prêt. Et là, vous prenez votre abonnement qui peut être mensuel ou annuel. Mais c'est seulement au moment où ça devient légal. Et c'est là où on apporte une vraie valeur ajoutée, c'est à ce moment-là. D'accord. Donc, moi, je peux m'entraîner, par exemple, à remplir des documents sur Tout à fait. l'interface pour voir comment ça fonctionne. Et après, si je suis intéressé, à ce moment-là, je paye. Alors, Exactement. je paye combien, du coup? Enfin, combien ça coûte? C'est 10 euros par mois, donc ça fait 120 par an. Ou si tu veux prendre un abonnement annuel, c'est 100 euros, hors taxe, D'accord. D'accord. par an, Par société, du coup. par société. Ok. Ok. Et les personnes, enfin, c'est par société et ça couvre aussi les tiers qui vont venir, donc les juristes, par exemple, qui vont y avoir un accès. Ça va couvrir aussi, je sais pas, Serge, qui veut aller voir directement mon accès personnel. Ça couvre tout ça, Oui, hein. oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour les 100 euros par an, vous pouvez inviter des mandataires, des associés. Alors, il y a une limite qui est dans l'abonnement à 100, c'est pour 30 associés, 30 salariés Ouais. et 30 opérations. Si vous voulez l'illimité, c'est 300 euros par an. Ok. Sachant qu'il y Là, a. vous n'avez pas de limite. D'accord. Et une opération, ça peut être une entrée d'un Un employé. salarié, ça peut être une C'est ça. session, c'est un procès verbal à enregistrer. Mhm. 30 opérations, la plupart des boîtes, elles rentrent dedans. 80% des boîtes, elles rentrent dedans. Après, l'illimité, c'est pour les grosses PME qui vont avoir plus de 50 salariés. Et là, oui, il faut passer à l'illimité. Ouais, bien sûr. Et alors, du coup, là, l'outil est prêt? Tu l'as lancé ou on en est où? Il est lancé, mais comme on veut encore rajouter des fonctionnalités, on fait un lancement soft. Ouais. C'est-à-dire qu'on en parle doucement, on a les premiers clients qui arrivent, qui commencent à payer, mais on fera un lancement peut-être de plus grande envergure, soit avant l'été, là, soit plus probablement à la rentrée. À la rentrée? D'accord. On fera plus de ramdam, mais on commence déjà, on a déjà des partenariats qui sont signés.
avec Jérémy Abois. Donc peut-être que ça va s'accélérer, mais je ne pense pas qu'on fasse un lancement commercial stricto sensu. Si on fait un événement, ça sera en septembre. On est déjà en train de lancer, en fait. Hein. On a déjà ouvert la commercialisation, donc ça commence déjà. Mais un lancement au sens tel que moi je l'entends, qui est on fait un grand raout, Ouais. une salle, machin, etc., sera plutôt en septembre. Pour le moment, c'est du bouche à oreille, quoi. Oui, là, c'est tous mes clients, c'est tous mes confrères, c'est tous mes réseaux qui D'accord. sont intéressés. Voilà. Bon, bah, très bien. Et alors, pour ça, tu as quelle équipe pour créer, pour développer, puis t'as combien de personnes pour le moment? J'imagine que tu as surtout de la R&D, dans un premier temps. C'est pas encore au niveau commercial. Ouais. Donc, on est 8 associés. Mhm. Alors, je vais les faire dans l'ordre. Et là, d'ailleurs, on pourrait peut-être imaginer de voir la répartition du capital et les personnes qui sont dedans. Donc, les premiers, entre guillemets, c'est Séraphin Légal. Séraphin Légal, c'est une SS2I en Legal Tech qui font beaucoup de développement sur tout ce qui est technologie liée au droit et au juridique. D'accord. Ils ont déjà fait plusieurs beaux projets qui fonctionnent bien, ils ont des gros clients, et il se trouve que par des liens d'amitié avec Thomas Saint-Aubin, on s'est retrouvé sur un salon et il m'a dit « Attends, j'ai envie de faire ton truc, on va le faire ». Et donc, c'était un élément déclenchant. Donc, Séraphin Légal, c'est ceux qui développent la solution. D'accord. Second associé, c'est Christophe Lemay de DeepBlock. Lui, c'est tout ce qui est blockchain. C'est un des meilleurs sur le marché. Dès que vous voyez un projet un peu sérieux avec du blockchain, il y a DeepBlock derrière. D'accord. Il bosse avec les huissiers, etc. Enfin, voilà, c'est Ouais. un pro et il a un sens. Enfin, voilà, c'est un peu un mentor pour moi. Il m'aide beaucoup à comment gérer la boîte. Donc très important, DeepBlock. Et donc il développe aussi toute la partie blockchain. C'est les deux principaux associés au sens opérationnel du terme. Nous avons aussi Antoine Micot de EasyQuorum. Et EasyQuorum, Antoine Micot a fait plusieurs entreprises qu'il a revendues en général, donc c'est un entrepreneur à succès. Et il a lancé EasyQuorum, qui est une plateforme pour tenir son assemblée générale en ligne, avec des signatures électroniques. Et il lui manquait juste ce qu'il y a en fin de chaîne, qui est le registre. Et donc, il s'est associé avec nous pour qu'à terme, on fasse des offres jumelées avec EasyQuorum pour la tenue de l'AG et Registre Général pour les registres, pour ancrer les procès-verbaux. D'accord. Je cite aussi Clément Fontaine, qui est un thésard et qui aide sur la prospective sur tout le droit de la blockchain. Maud Gillet, qui est chef de projet, qui est également salarié de Séraphin Légal. Philippe Brunswick, qui est un avocat d'affaires, qui se trouve a été mon patron pendant longtemps et m'a beaucoup appris, et qui me fait confiance sur ce coup-là, et voilà, qui est passionné par le projet, et qui fait de ce qu'on appelle de l'évangélisation de Registre Général. Et enfin, Crypton. Et Crypton, je le garde pour la fin, parce que ça va faire peut-être la liaison avec la levée de fonds tokenisée. Crypton, c'est une place de marché sur blockchain. Mhm. C'est-à-dire que les actions sont reliées juridiquement à un jeton, en anglais token, D'accord. de la blockchain de Crypton. Ce qui Alors, permet ouais. de faire des levées de fonds et d'avoir une liquidité des actions. Et c'est un des services qu'on veut proposer après ce registre général. Voilà. D'accord. Alors, on va bien expliquer cette partie-là, puisque en plus, tu es spécialisé là-dedans. Euh, donc, avant d'en arriver là, donc toi, tu as des besoins financiers, c'est ça? Tu es en train de lever des fonds ou tu vas lever des fonds? Euh, Alors, oui, oui, oui. Donc, on a fait des apports en compte courant les uns les autres. On a tout financé sur fonds propres. Les prestataires, principalement Séraphin et DeepBlock, ont fait pour 200 000 euros la plateforme et on a converti cette dette en actions. Donc, ils sont d'accord. remontés au capital. Moi, j'ai été dilué, mais c'est très bien, parce que maintenant, on a une société qui a un outil opérationnel et qui n'a plus de dette. Avec Philippe Brunswick, on a fait des apports en compte courant, on a apporté 30 000 euros. Et il faudrait qu'on dispose de 100 000 euros pour pouvoir faire toutes les options qu'on souhaite faire, en plus. Qui est l'option BSA-BSPCE, qui est l'offre groupe, de permettre de faire une sorte
d'un outil dédié pour les groupes d'experts comptables, d'avocats ou les groupes de sociétés. Mhm. Et enfin, de faire ce que j'appelle le bon coin des actions. C'est-à-dire que sur Registre Général, pour les sociétés enregistrées, vous pourrez proposer à la vente vos actions. Et ça sera un peu comme sur le bon coin. Donc, on va appeler ça au gré des actions, par exemple. Hein, c'est des ventes de gré à gré, mais avec des mises en relation via la plateforme. Donc voilà, tout ça, ces développements on a besoin d'en gros 100 000 euros pour les faire et commercialiser les différentes options. Ouais, ce qui n'est pas énorme. Bah, j'ai prévu, là on a Pour lever de prévu, fonds. voilà, j'ai une délégation pour aller jusqu'à 200 000 euros, mais a priori ça ne sera pas nécessaire. Normalement, 100 000 euros suffisent pour arriver à l'équilibre. D'accord. Alors, cette levée de fonds, tu veux la faire en monnaie électronique, c'est ça? La moitié. La moitié. Alors, explique-nous euh, pourquoi la moitié seulement, et après, tu nous expliqueras exactement ce que c'est qu'une levée de fonds en monnaie électronique. Alors, pourquoi tu la fais en monnaie électronique et pourquoi tu n'en fais que la moitié? Alors, ce n'est pas de la monnaie électronique, hein, c'est vraiment des actions électroniques, on pourrait dire. Si D'accord, on veut utiliser le mot électronique dedans, ce n'est pas avec monnaie, c'est avec action, parce que la monnaie, c'est des euros. Ça reste des euros. d'accord, ça reste des euros. C'est juste un moyen pour investir. Donc, 50 000 euros sur Krypton, 50 000 euros en actions normales. Sur Krypton, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des actions auprès de nous, Registre Général SAS, vous allez les acheter sur la plateforme qui s'appelle Krypton. Et vous allez acheter donc un jeton, et ce jeton va vous donner droit à la valeur de l'action. Mais vous n'aurez pas le droit de vote. Ah, En revanche, vous avez une liquidité. C'est-à-dire que ce jeton pourra être revendu sur la place de marché Krypton. Et en plus, il n'y a pas de limite de montant. C'est-à-dire qu'une action, là, elle est émise à 100 euros. Eh bien, autant une action dans le monde juridique classique n'est pas divisible. Si vous l'achetez, vous ne pouvez pas acheter une demi-action. ouais. Alors que sur Krypton, quand c'est des actions sous forme électronique, on va dire ça, eh bien, vous pouvez acheter un centième d'action. Vous pouvez juste investir 1 euro qui vous donnera droit à un centième de la valeur d'une action. Et vous pourrez revendre ce token. D'accord. Alors, du coup, ces actions qui n'ont pas de droit de vote, elles sont moins chères que les autres actions? Elles sont au même prix. En fait, le droit de vote, il existe, mais il est détenu par Krypton, qui l'exerce au nom des porteurs de jetons. D'accord. C'est comme si je mettais de l'argent dans une holding, finalement. Exactement. Et, Exactement. et la holding va gérer l'ensemble des actionnaires, enfin, va avoir le droit de vote de l'ensemble de ses actionnaires et va peser. D'accord. Donc, c'est Krypton qui va. Exactement. D'accord. Exactement. Et alors, pourquoi est-ce que tu fais ces deux processus? Alors, les actions normales, elles, ne sont pas liquides, c'est l'inconvénient. Ouais. En revanche, vous pouvez exercer le droit de vote, mais comme là, vous allez être directement en capital avec les autres associés, on souhaite rester un nombre humain d'associés. On ne veut pas dépasser Hmm. la vingtaine, on va dire. Donc, ceux qui viennent en direct dans le registre général, on va leur demander d'investir au moins 5 000 euros. S'ils veulent investir moins, ils iront sur Krypton. Donc, c'est l'intérêt, c'est que ça permet de distinguer entre ceux qui ont peu de moyens à investir, ils vont sur Krypton et ils auront une liquidité, donc c'est beaucoup plus facile. Ceux qui veulent investir 5 000, 10 000, 20 000 euros, ils viennent en direct avec nous et du coup, une relation qui est beaucoup plus personnelle avec ces associés qui sont des associés classiques. Ceux qui achètent des jetons sur Krypton, je ne vais pas les connaître. Il y a une interface entre la société et eux qui est Krypton. Moi, je ne connais que Krypton. Derrière, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. Et surtout que d'autant plus que ça peut changer très facilement parce que finalement, c'est une sorte de place de marché Oui, électronique oui, où n'importe qui peut à tout moment vendre ou acheter des actions finalement. oui. D'accord. Il n'y a pas de Et du préemption, coup, pas de machin. ça va jouer sur le cours Il y aura un cours. de tes actions du coup. Il y aura un cours du jeton registre général. D'accord. Alors, explique-nous en détail le processus. Comment, par exemple, on peut, au moment où il va y avoir une levée de fonds en actions électroniques et non pas monnaie électronique, Ouais. des actions de registre général, comment est-ce que je peux m'inscrire? Euh,
et quel est le processus après, jusqu'à l'obtention de l'action? Pour souscrire donc à la partie électronique, tu vas sur la plateforme Cryptown, Ouais. l'URL s'affiche, sur laquelle tu vas te créer un compte. Tu vas y relier ton compte bancaire pour pouvoir acheter des choses. C'est ce qu'on appelle un wallet, un porte-monnaie électronique. Et donc, avec tes euros, tu vas acheter des tokens sur Cryptown. Et tu peux choisir quel token ou jeton en français. Mhm. Et tu peux choisir registre général. Et à ce moment-là, tu l'achètes et il va apparaître dans ton compte sur Cryptown. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors que si tu investis en direct, outre que le montant doit être au moins de 5 000 euros, tu vas remplir un bulletin de souscription et tu vas rentrer au capital classique, adhérer au statut, etc. D'accord. Et donc, autour de tout ça, j'imagine que tu as beaucoup communiqué pour faire connaître cette offre. Eh bien oui, on va communiquer sur les réseaux sociaux essentiellement et auprès de toute la communauté, on va dire, blockchain, qui est déjà coutumière de ce Ouais. type de formalité d'investissement, qui a l'habitude de participer à des ICO, c'est-à-dire des Initial Coin Offerings, c'est-à-dire des achats de jetons d'usage, ou à des Security Tokens, c'est-à-dire des jetons qui ont une valeur de titre financier. Eux sont habitués à ça, donc c'est vis-à-vis d'eux d'abord que je vais m'adresser pour la partie crypto. Pour l'autre partie, ben, ça va être plutôt des investisseurs classiques, des business angels. Donc, effectivement, alors moi j'avais déjà vu ça, je l'avais présenté dans une vidéo qu'on présentera, qui va apparaître ici, un lien aussi. Alors, juste pour rappel, hein, toutes les sociétés dont on parle, tous les liens, ils seront dans les descriptions de la vidéo qui seront en dessous. Et parfois, il y aura quelques URL qui vont apparaître sur la vidéo. Donc, j'avais parlé justement des tokens et des levées en fonds, les levées de fonds pardon, en électronique dans une précédente vidéo, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah zut, attends. Euh, Oui, voilà. Et ce qu'on avait vu, c'est que, enfin, en tout cas, ce que j'ai observé jusqu'en 2018, en tout cas, c'est que c'était surtout des sociétés qui étaient dans l'informatique pure, et que donc les seuls qui utilisaient ces méthodes-là, c'était ces sociétés-là, et les seuls qui investissaient, c'était des nerds, ce qu'on appelle les nerds, c'est au-delà du geek, hein, c'est la personne qui est vraiment fait que de l'informatique. Donc là, il était prévu en tout cas que ça s'ouvre sur d'autres types de sociétés. Donc toi, tu en es un exemple, même si quelque part, en fait, finalement, tu es une société qui est un peu entre, on va dire, le monde réel, entre guillemets, Oui. avec les registres de les sociétés, auprès des avocats, auprès des comptables, etc. Et le pur électronique, étant donné que tu utilises la blockchain et tous ces outils, donc qui peuvent attirer les électroniciens, ce qui peut finalement expliquer que tu as deux sources On peut de- le voir comme ça, oui. d'action, etc. Mais bon, c'est intéressant de voir, si tu veux, cette évolution vers la monnaie électronique, enfin, du type de société qui commence à faire appel à ces actions électroniques. Et je pense que ça a un futur intéressant, et ça peut encore plus démocratiser l'investissement dans les startups, justement. Enfin, c'est mon avis, hein. Ouais, ouais, l'intérêt, c'est que c'est un peu comme du crowdfunding, en fait. Oui, ça ressemble à du crowdfunding. Ça ressemble à du crowdfunding, c'en est pas, parce que c'est sur token, mais ça a le même usage, c'est-à-dire qu'au lieu ça permet de faire des petits tickets. Mhm. Et l'avantage par rapport au crowdfunding, c'est que ça apporte la liquidité. Les liquidités, pour comprendre, parce que quand on n'est pas Oui. habitué, c'est pas évident, ça ne veut pas dire que ça sort d'un robinet, ça veut dire que euh, ça veut dire que ça se vend facilement. Liquide, ça veut dire ça. Si vous avez des actions EDF ou Total ou que sais-je, qui sont des sociétés cotées sur le CAC 40, etc., là, en bourse, vous allez toujours trouver un acheteur de votre action. Toujours. Même si le prix baisse, vous le vendrez, quoi. Donc cette action, elle est liquide. Quand vous êtes dans des sociétés non cotées, les ventes se font de gré à gré, de personne à personne. Et donc pour trouver la bonne personne, il faut se lever de bonne heure. En général, quand vous avez 10% d'une petite boîte d'informatique à Lyon, eh ben, vous restez avec vos 10% et vous êtes heureux si vous avez des dividendes. Sur Crypton, l'avantage, c'est que vos 10%, vous pourrez les vendre à d'autres À peu près et comme les monétiser. de Et manière. donc, l'énorme apport de ces marchés tokenisés, c'est la liquidité du non-coté. Et ça va évidemment être amené à se développer. Hein, c'est l'aspect crowdfunding, on peut investir ce qu'on veut à partir de 1 euro, au lieu de mettre 5 000, et
on peut revendre. D'accord. Et pour ça, il faut aller sur la plateforme Cryptown. Si Oui, moi, je veux acheter des actions d'une société qui a fini sa levée de fonds, mais qui a certaines actions électroniques, je vais sur la plateforme Cryptown, je regarde et je vois, il y a des choses enfin, je fais une proposition d'achat oui, à un certain montant, et puis d'autres vont dire, bon, moi ça m'intéresse de te vendre. Ou oui. c'est l'inverse, moi je propose de vendre des actions à un certain montant, et moi ça m'intéresse, je les achète. C'est dans les deux sens. Ça D'accord. peut être, tu as des actions qui t'intéressent, je crois qu'il y a une société qui s'appelle Tao, qui est déjà, il y en a 4 ou 5 qui sont déjà sur Cryptown. Tao, elle a eu 1200 transactions. Donc tu dis, bah, tu fais un call, je voudrais acheter des actions Tao, et puis tu attends que quelqu'un dise, ouais, ouais, ok, je veux bien t'en vendre. Ou à l'inverse, tu fais un pitch, tu dis, bah, je voudrais bien vendre des actions Tao, puis quelqu'un qui vient te voir. Alors, transaction, c'est un échange, hein, on est d'accord. C'est pas le nombre d'actions. C'est un La échange. transaction, ça veut 1200. dire soit un échange, soit un achat en euros. D'accord, donc c'est vraiment un échange. Donc, ok. Soit 1200 tu échanges des tokens, soit tu les vends. en combien de temps? Ça dépend de la liquidité du marché. Mais Tao, s'ils ont fait 1200 transactions en un an, ça veut dire que ça bouge quand même bien, quoi, hein. Ça bouge énormément, ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et c'est que le début, donc ça va être intéressant. Et ça va dépendre des sociétés. Plus la société marche, plus il y a de l'appétence, plus il y a du mouvement. Et alors, ça, du coup, on peut le faire de n'importe quel pays. Oui. Par exemple, alors, il y a deux choses. Moi, je peux acheter des actions en étant dans n'importe quel pays. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi, en Europe de l'Est, en Afrique, en Amérique du Sud, Oui. des actions au registre général m'intéressent, je peux les acheter. Oui. Est-ce que je peux euh, faire ces levées de fonds en étant à partir de n'importe quel pays? Est-ce qu'en tant que société, je peux le faire de n'importe quel pays? Non. Non, non. Là, autant que ce soit des actions électroniques, crypto, que des actions ordinaires, tout investisseur étranger peut les acheter. Mhm. En revanche, on est bien sur la législation française, et donc la législation, elle va dépendre du siège de la société. Et Krypton gère des sociétés françaises. D'accord, Peut-être qu'il faut une plateforme pour d'autres sociétés, mais c'est très national comme droit encore, ça, hein. d'accord, d'accord. Donc, c'est pas encore possible de le faire dans n'importe quel pays. Non, enfin, a priori pas. Il faut prendre une plateforme qui correspond à la Local, législation du siège de la société qui émet les actions, d'accord. Et que ce soit en électronique ou en papier classique. il faut que le pays l'autorise, etc. Il faut qu'il y ait une législation qui aille bien, et c'est le cas en France. Il se trouve que sur ce coup-là, en tout cas, les gouvernements successifs, hein, Hollande et Macron, ont été plutôt en avance. On est un pays qui est assez bien positionné sur tous ces sujets-là. D'accord, ok. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je suis en train de regarder, j'ai pris des notes. Euh, alors, comment tu vas rassurer justement les investisseurs qui vont investir en actions électroniques parce que justement ils ne connaissent pas, c'est surtout ouvert au niveau des geeks, mais bon, enfin, ça va se faire petit à petit. Mais qu'est-ce que toi tu peux leur dire pour leur dire voilà, c'est intéressant. Donc, on a parlé de la liquidité, peut-être de la sécurité. Euh, c'est les deux points principaux, il y en a d'autres? Non, t'as bien résumé, hein. C'est l'avantage Krypton, c'est montant libre et liquidité. Avantage côté action ordinaire, c'est montant élevé, certes, mais droit de vote et lien direct avec l'équipe dirigeante. Donc, un investisseur il pourrait mettre 5 000 euros en action ordinaire, et puis qu'il essaye en mettant 500 euros sur les monnaies électroniques. Comme ça, il verra les deux. Ok. Comme ça, il se sentira à l'aise. Puis toi, ça te fait plus d'argent. Non, ouais, non, mais c'est même pas ça. Il met 4 500. Au lieu de mettre 5 000 en ordinaire, il met 4 500 en ordinaire, 500 sur Krypton. Comme ça, il verra les deux aspects. Et il se dira peut-être à terme, c'était vachement bien de mettre les 500 euros sur Krypton parce que je les ai déjà revendus. Mhm. Alors que les 4 500 euros que j'ai mis en action classique, Je oui, suis je vois la d'accord. gueule du dirigeant, et je suis super content. Mais ces actions-là, je ne pourrais les revendre que si il y a un acteur qui vient racheter 100% des titres de la société. D'accord. Et alors deux choses. Du coup, est-ce que j'ai acheté ces 4500 actions? Je suis très intéressé par Régis Général, mais comme j'avais pas trop confiance en actions électroniques, j'ai acheté les 500 autres. Je vois que c'est super liquide.
Et je me dis, est-ce que je peux passer mes 4500 actions euh, de la vie actuelle dans les actions électroniques, en actions Oui, électroniques? oui, oui, c'est possible, mais il faut l'accord il faut une décision à majorité qualifiée des associés. D'accord. Faut qu'on soit tous d'accord, associés classiques, pour dire bon, bah, il y a tant de pourcents du capital qui va partir en électronique. Ok. Et j'avais une deuxième question que j'ai évidemment oubliée. Bah, entre-temps, j'ai une précision à apporter, c'est quand tu as des actions ordinaires, tu reçois un dividende quand on fait des bénéfices. Ouais. Quand tu es sur Krypton, tu ne le reçois pas en direct, il vient augmenter la valeur de ton jeton d'office. D'accord. Et Il y a alors, 10 centimes de dividendes distribués, ils sont touchés directement par l'associé qui est des actions ordinaires. Pour celui qui est sur Krypton, tant qu'il n'a pas revendu son action, il ne réalise pas cette valeur-là, mais elle vient augmenter son jeton. Donc quand il revendra son jeton, il y aura cette valeur en plus. d'accord, mais du coup, elle n'est pas écrasable parce que une action, bon, le cours peut varier, mais est-ce que ça peut écraser justement ces dividendes ou pas? Ou ces dividendes sont... Alors, si le cours, en même temps, il y a quand même une valeur minimale que détient Krypton, qui, je te rappelle, Krypton, c'est celui qu'on a comme associé au capital de Registre Ouais. Général, d'accord, qui est le porteur de tous les petits porteurs. Lui va détenir en séquestre les dividendes qu'on verse, parce que Krypton sera en direct au capital et reçoit le dividende comme les autres et le détient pour le compte des jetons. Mhm. Donc, il y a quand même une valeur minimale qui est l'argent qu'encaisse Krypton. En fait, pour être précis, la société qui fait écran s'appelle Volt SAS. Et donc Volt SAS, qui est la société séquestre, a bien les dividendes perçus, distribués par le général, en compte séquestre, au bénéfice des jetons qui sont reliés à Registre Général. Donc cette valeur-là est minimale, quoi. D'accord, d'accord. Mais la question est juste, tout à fait. Ok. Non, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne et surtout pour des néophytes. Parce que Ouais. voilà, alors, les gens ne connaissent pas forcément déjà le fonctionnement des actions normales, alors les Ah, actions après, ça électroniques. fait c'est compliqué. Mais d'une certaine manière, c'est plus facile d'acheter des actions reliées Ouais. à des tokens que d'acheter des actions classiques. C'est juste un placement financier pur et dur, quoi, sur Krypton. Et le coût d'entrée est moins élevé, du coup, en l'occurrence. Euh, Oui, je peux oui, mettre enfin, je peux commencer avec 1 euro, quoi. ah oui, voilà, tout à fait. Si c'est ça que tu veux dire, oui. Le Ok. montant est libre. Alors, je ne vois pas s'il y a d'autres questions à poser. Ah, alors, toi, ta levée, elle est prévue pour quand? Quand est-ce que tu comptes faire cette levée? Ça va être dans une semaine. Tu lances dans une semaine, tu ouvres dans une semaine le Ouais, ouais. capital et tu le clos dans combien de temps? Là, sur Krypton, on a prévu 30 juillet. D'accord, donc tu as déjà commencé à communiquer Non, pour... pas encore. Là, on est en train de Encore. faire les dernières décisions pour lancer tout ça. Et elle sera officiellement ouverte, je pense, dans le 22 ou 23 juin. Ça sera officiel. Où est-ce que, si pour les auditeurs qui sont potentiellement intéressés, où est-ce que je me renseigne? Je regarde ton site, comment ça se passe? Il y aura des annonces sur le site regisgénéral.com. Il y Ouais. aura des annonces sur la page LinkedIn de Registre Général. Je Et mettrai il y a tout une ça page dédiée sur Cryptown qui est dédiée à Registre Général qui présente l'opération. Et vous aurez une présentation de notre société, du produit, de qui on est, de tout ce qu'on fait. D'accord. Donc on mettra évidemment tous les liens dans la description de la vidéo. Euh, et puis le jour du lancement, bah, je recommuniquerai moi enfin, sur mes réseaux sociaux, hors YouTube. Euh, donc là, c'est ouvert à tous. On peut être de n'importe quel pays, comme tu l'as dit. Il n'y a Ouais, pas de là, c'est restriction vraiment sur les personnes qui peuvent investir. tout à fait. À la différence près que si j'investis 5 000 euros, plus de 5 000 euros, je pourrais investir dans le capital social en direct. Et si Oui, j'investis moins, ou pas d'ailleurs, si j'ai envie de rester sur la crypto-monnaie, les crypto-actions, allez, je passerai par la plateforme électronique. D'accord. exactement. Non, non, c'est bien synthétisé. Est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Bon, avocat? si je le fais, c'est que j'en avais besoin comme outil quotidien comme avocat.
c'est aussi parce que c'est une opération qui est rentable. Il ne faut pas se cacher, hein, c'est assez addictif. C'est-à-dire que quand on a commencé à tenir ses titres sur une plateforme, qu'on y a mis ses procès-verbaux, qu'on y a renseigné son personnel, que tout ceci est ergonomique, fonctionne bien, il n'y a pas tellement de raison de partir, quoi. Donc, c'est des abonnements à 100 € par an, voilà, qui vont avoir une récurrence sur le long terme. Et plus on va en avoir, plus ça va être rentable. Et notre équilibre, il est à partir de 5 600 ventes d'abonnements. On est rentable tel qu'on est aujourd'hui. Les 100 000 € servent à faire un peu de trésorerie, mais surtout les investissements pour les options complémentaires. Et notre prévision en termes de bénéfices, sur la 2020, on n'en fera pas, on fera une mini perte de 15 000 € grosso modo, si tout se passe bien. Mais à partir de l'année 2, donc sur 2021, on va faire un bénéfice qui devrait être de l'ordre de 70 000 €. Et en année 3, 2022, on devrait atteindre le cap des 300 000 €. Et donc, tout ça, c'est du dividende à distribuer, de la valeur qui est créée pour les associés et les investisseurs qui nous rejoignent et nous font confiance maintenant. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je prendrai des actions électroniques, ne serait-ce que pour voir comment ça fonctionne. Et puis parce que je crois au projet. D'abord parce que je crois au projet. Ouais, parce que je le suis depuis un petit moment puisque tu m'en parles. Mais aussi pour voir cette monnaie électronique. Et j'essaierai de décrire pour ceux qui ne l'auront pas fait plus tard les impressions que ça donne, etc. Très bien. Ouais. C'est Je vais vraiment faire comme très toi. intéressant. Vraiment très intéressant. Et je pense que ça peut être. En tout cas, ça peut donner l'envie à plus de gens d'ouvrir leur capital et, puis voilà, à plus de gens d'investir parce que ça a l'air beaucoup plus simple et facile en termes de liquidité, hein, j'entends. De toute façon, quand on prend des toutes petites parts dans une société, qu'on ait droit de vote ou pas, ça change pas grand-chose à nous. Exactement. C'est le pari de Cryptown, tout à fait. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous nos points. En tout cas, bah, je te remercie, Franz, d'avoir pris le temps d'expliquer qui tu étais, ce que tu fais. Donc, je rappelle, avocat, inventeur, innovateur, entrepreneur, spécialiste de la propriété intellectuelle, geek sur les bords, et télétravailleur. C'est pas mal pour un seul homme. Et voilà, donc toutes les informations, encore une fois, je le répète, seront dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu. Alors je le dis parce que apparemment statistiquement, si on ne le rappelle pas aux gens, ils oublient de le mettre. Donc le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je suis aussi sur Instagram depuis 2 jours. Je suis en train de découvrir la plateforme et c'est vachement intéressant, j'en parlerai plus tard. LinkedIn et Facebook. Et puis surtout, longue vie à Registre Général, qui a l'air d'être vraiment intéressant. J'attendais moi aussi que ce soit sur le marché pour pouvoir passer mes registres en électronique. Pourquoi ? Parce qu'avec le papier, j'ai beaucoup de mal et je suis beaucoup plus rangé avec l'informatique. Je suis beaucoup plus carré. Je trouve que c'est plus rapide. Je sais pas, c'est tout se fait maintenant par électronique. Donc les vieux classeurs, tout ça, c'est un peu chiant. Donc voilà. Okay. Bah, écoute, un grand merci, Serge. Registre Général te remercie. Tu es même officier de Registre Général. Et, donc merci Startup Sergio et bonne continuation. Au revoir à tous. Ciao. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.